Alors moi je vais vous parler, je vais faire une petite pastille donc sur un document particulier que vous voyez annoncé, enfin que vous avez en photo. On a, comment dire, on a vu, et ça va être le fil rouge de ces 2 journées, qu'en fait c'est considéré comme aller de soi finalement pour un certain nombre de professionnels de tous bords, dans l'éducation, dans les bibliothèques, etc., que le livre, et le livre pour enfants en particulier, peut aider à une meilleure compréhension internationale. Ça m'a frappé dès que j'avais commencé à travailler sur cette histoire des bibliothèques jeunesse et de leurs joyeuses en particulier. On a vu la citation de Mrs. Griffiths, et pour convaincre les autorités, en tout cas parisiennes, elle n'a pas arrêté d'expliquer que c'était vraiment une façon de contribuer à construire une paix future. Donc une belle utopie pour une institution nouvelle. Et ce qui m'a intéressé, c'est que je suis tombée assez rapidement dans les archives qu'avaient conservées les bibliothécaires de leurs joyeuses sur ce document, donc littérature enfantine et collaboration internationale, rapport d'une enquête et liste de livres. Donc là vous avez la 2e édition, c'est le Bureau international d'éducation, donc là c'est la version 1932 et on va parler en fait du premier rapport. Donc pour montrer que cette idée est vraiment partagée bien plus largement au niveau carrément mondial. Alors le Bureau international d'éducation, le BIE, aujourd'hui intégré à l'UNESCO, a été fondé à Genève en 1925 sous l'égide de l'Institut Jean-Jacques Rousseau, Centre de recherche sur l'enfance, une sorte de plateforme internationale de l'éducation nouvelle. Et ça, je pense que c'est le point vraiment à souligner, c'est-à-dire que est-ce que tout le monde s'intéresse à cette question de compréhension nationale, ou est-ce qu'au niveau éducation, c'est pas quand même plutôt les gens qui sont liés à ce milieu de l'éducation nationale? Rappelons par exemple, juste pour donner l'exemple de leurs joyeuses, que ces 3 bibliothécaires appartenaient à un mouvement d'éducation nouvelle et qui va amener la particularité de leurs joyeuses à la française pour le coup. Voilà, on a parlé des principes modernes, mais le côté à la française, mais vous le verrez quand on fera visiter l'expo ce soir. Voilà. Donc, ce BIE a été créé par des psychologues, des pédagogues comme Adolphe Ferrière ou Pierre Beauvais, premier directeur, avant Jean Piaget, qui prendra la direction en 1929. Marie Butts, qui est éducatrice et autrice de livres de jeunesse, que je ne connais pas, j'avoue, a été la première secrétaire générale, et Blanche Weber, qui elle-même est trilingue, et va diriger la commission littérature enfantine qui va piloter l'enquête dont je vais vous parler. Voilà. Donc, il y a d'abord une première enquête qui est lancée par le BIE en 1928 pour monter une exposition internationale de livres pour la jeunesse qui doit se tenir lors du congrès de la Fédération des associations pédagogiques. Et moi j'ai découvert qu'en fait depuis 1918, depuis la fin de la Première Guerre mondiale, de nombreux colloques accueillent ce type d'exposition de livres jeunesse, cherchant à stimuler parmi la jeunesse l'esprit de collaboration. Et Mary Butts avait déjà établi une bibliographie sur l'éducation et la paix en 1927. Donc l'enquête va être envoyée au ministère de l'instruction publique partout dans le monde, aux associations pédagogiques, aux bibliothèques, aux commissions d'études sur la littérature de jeunesse, et menée auprès d'éditeurs, libraires, parents, bibliothécaires, et également d'enfants dans un contexte scolaire ou hors de l'école. Donc cette enquête va donner lieu à un rapport complété d'une liste de livres jeunesse provenant de 26 pays. Elle est publiée en 1929 sous ce titre « Littérature enfantine et collaboration internationale ». Donc dans son introduction, Pierre Beauvais, le directeur du BIE, se pose 2 questions. Alors je le cite. Une négative, qui ne va pas être traitée dans ce rapport, en vue de la critique et de l'expurgation de ce qui existe, donc en gros les livres de propagande belliciste qu'on avait à foison pendant la Première Guerre mondiale, et l'autre positif, pour susciter des livres inspirés par un esprit nouveau de bonne volonté et d'entente. Et c'est évidemment l'approche qui va être retenue, puisqu'il estime que l'histoire de la littérature enfantine est par excellence une histoire internationale,
et il dit que d'ailleurs, enfin il montre que peu de livres ont été autant traduits que les livres d'enfants. Alors, il s'interroge sur le goût des enfants. Dans quelle mesure coïncidera-t-il avec celui des adultes? Et se pose la question des âges, sexes, différences culturelles selon les pays. Voilà. Alors, le but de l'enquête, donc celle de 28, reprise en 32, je cite, « Notre programme ne définit pas, on nous l'a reproché, ce que nous entendons par des livres écrits pour stimuler l'esprit de collaboration. Nous avons laissé le champ libre à tous ceux que la question intéresse. » Mais de fait, en fait, un peu la position dominante, c'est que c'est par la connaissance internationale qu'on arrivera d'abord à une compréhension, et puis ensuite, idéalement, à une collaboration. Je recite Pierre Beauvais, « La propagande pour la paix ne fonctionne pas, il faut que les livres soient écrits sincèrement, comme des tableaux de la vie réelle. » Voilà. Le BIE part du principe donc que la traduction de bons ouvrages étrangers apporte en même temps que des, je cite, jouissances littéraires, une compréhension plus sympathique des hommes. Voilà. Alors, pour la France, le premier rapport, donc vous avez en fait, chaque pays, il y a une page en fait où les personnes qui ont travaillé expliquent un peu comment ils ont fait, les principes, enfin c'est variable suivant les pays. Donc pour la France, le premier rapport est rédigé par Claire Alphen-Istel, qui est autrice et considérée comme quelqu'un de très important de « Quelles histoires raconterez-vous à vos enfants ?» Études sur les œuvres littéraires convenant à l'enfance, qui est son cours qu'elle donnait au Collège Sévigné. Elle considère que la beauté est internationale, le véritable art est international. Voilà. Et elle base son rapport sur également les réponses de Marie-Thérèse Lazarus, qui est la personne qui a fait la première thèse en littérature de jeunesse qui est publiée en 1925. On est vraiment dans une période, voilà, on a dit tout à l'heure, tout le monde travaille avec tout le monde, en tout cas ceux qui ont la même conception du livret de l'enfant, enfin voilà, tout le monde se connaît, tout le monde travaille ensemble déjà. Voilà. Elle fait donc des enquêtes auprès des bibliothécaires, et moi j'ai retrouvé dans le rapport annuel de 1928-29 que Laure Joyeuse a bien envoyé une liste de suggestions. Elle enquête aussi auprès d'éditeurs, les écoles de Paris, de province, et interviendra Madame Guérit de la Nouvelle Éducation, Madame Laïe Holbeck, pionnière de la sociologie de l'enfant, qui est l'autrice, qui a un de ses livres en vitrine, de La Maison de l'enfant et des charmeurs d'enfants, et puis la direction du journal Enfants de France. Voilà. Alors, les pays qui ont une grande production envoient une liste d'environ entre 50 et 100. Pour le premier rapport, la France envoie 44 titres, et à titre d'exemple, par exemple, la Grèce, 18. Alors, ce rapport catalogue, puisque après vous avez donc toutes les listes des ouvrages, de 80 pages est vite épuisé. Grâce à une donation du Pain Fund, l'enquête va être poursuivie et donner lieu à une réédition très largement remaniée et très largement augmentée, puisqu'elle fait 208 pages, et elle intègre les propositions de 11 nouveaux pays. Donc en tout, il y a 37 pays, pour la plupart des pays européens, mais également le Mexique, le Brésil, le Canada, les USA, pour l'Afrique, la province du Cap, le Lesotho. Il y a l'Inde qui va d'ailleurs envoyer des listes de livres en hindi, ourdou et anglais, le Japon, la Chine, l'Australie, l'Islande, l'URSS et l'Ukraine. Il est à nouveau précisé pour chaque pays qui est l'auteur qui a établi les listes, et il y a parfois des indications aussi sur l'état des littératures de jeunesse dans le pays. C'est que pour les pays, il y a des pays qui signalent que vraiment c'est quelque chose de très récent chez eux. Alors cette fois, pour la deuxième édition, c'est Laure Joyeuse qui fournit la liste pour la France, complétée par quelques suggestions de Madame Alphen-Istel. Et à titre d'exemple, pour les USA, c'est l'American Library Association qui fait le gros du travail, aidé de Miss Hill de l'American Library in Paris. Voilà. En fin d'ouvrage, on trouve aussi une courte liste de livres jeunesse uniquement pour l'Allemagne et les États-Unis, les livres de langue étrangère qui ont été traduits en allemand pour l'Allemagne et en anglais pour les États-Unis. Et à la fin, une conséquente bibliographie d'ouvrages de référence sur la littérature de jeunesse et du coup des titres qui existent, aussi bien en finnois qu'en flamand, qu'en hongrois, qu'en russe, suivant les pays. Voilà. Alors, l'enquête vise à recenser ce qu'il y a de meilleur pour les jeunes, donc de 3 à 16 ans, non seulement du point de vue de l'éducateur, mais aussi de l'enfant.
Le questionnaire de 1932 est identique à celui de 1928, si ce n'est que le terme collaboration internationale est remplacé par amitié entre les peuples. Et une question est supprimée parce que je pense que c'est trop compliqué pour ceux qui répondent de pister ces ouvrages. Donc on supprime la question de savoir s'il y a des livres traduits, par exemple des livres allemands traduits dans d'autres langues, etc. Donc l'enquête porte sur 5 points. Il faut que les listes répondent à ça. 1. Les livres développant l'amitié pour les autres peuples. Deuxièmement, les livres ayant le double caractère de représenter la vie de la jeunesse et d'être particulièrement aimés des enfants. Troisièmement, les classiques pour la jeunesse des différents pays, c'est-à-dire les livres les plus lus, les plus aimés de tous les enfants. Enfin, ils partent de ce postulat. Donc on va retrouver Grimm, Pinocchio, Robinson Crusoe, Nils Holgersson, enfin toutes sortes de livres que vous allez trouver dans l'exposition d'ailleurs des 100 ans. Quatrièmement, les livres d'images qui représentent les caractères 1 et 2. Et il est aussi posé comme postulat que les livres d'images traversent les frontières, comme le Struwwelpeter ou les images de Boutet de Monvel. Et enfin, ça c'est intéressant, les œuvres d'enfants imprimées ou manuscrites. Pour chaque ouvrage, il y a une notice bibliographique très complète et un petit résumé précédé d'une indication. Donc, s'il y a un petit A, ce sont des livres qui stimulent chez les enfants l'esprit de collaboration internationale, que ce soit des livres sans tendance particulièrement pacifiste et des livres nettement pacifistes. Petit b, les livres particulièrement populaires parmi les enfants représentant la vie de la jeunesse de leur pays. Et petit c, les classiques de la jeunesse d'un pays constituant en quelque sorte le patrimoine commun des enfants d'une nation. Et enfin, les livres écrits par les enfants. Alors je me suis arrêtée sur évidemment le cas de la France parce que je n'ai pas une connaissance assez grande des livres des autres pays, mais je pense que ça serait intéressant vraiment de faire une étude comparative. Donc la France propose 92 titres, surtout des classiques ou des livres appréciés des jeunes, par exemple L'île Rose de Charles Villevrac, et curieusement il n'y a que 3 A, c'est-à-dire des livres pacifistes. Les 3 livres, c'est Madeleine Vernet, qui a écrit 3 ouvrages, donc en particulier, donc là le livre cité, c'est Le Rameau d'Olivier, Conte pour la paix, vous les voyez en vitrine, aux éditions de La Mère Éducatrice, qui est apparu en 1929 avec une introduction d'un journaliste ultra pacifiste. Ça lui vaudra des problèmes, enfin il sera tellement pacifiste qu'il ne choisira pas forcément le bon camp pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc Félicien Chalet. Et Madeleine Vernet dédie ce livre à tous les enfants des victimes de la guerre mondiale et je l'offre aux instituteurs et institutrices, premiers serviteurs de la paix dans la société humaine. Et une des nouvelles qui est vraiment un peu typique des nouvelles qui vont être dans les 3 livres qu'elle publie, ça va être de montrer combien au départ, là par exemple dans une qui s'appelle Michel et Jean, les 2 orphelins de la guerre, Jean est de père français, Michel de père allemand, tous 2 ils sont morts au combat dans les armées opposées, et comme Michel, sa mère est française, il est dans un village français, évidemment mis au banc du village, les gamins sont des brutes épouvantables, à tel point qu'il va être blessé, mais très très grièvement, on pense qu'il va mourir, et à ce moment-là, évidemment, prise de conscience des enfants de l'absurdité de la chose, d'autant que l'instituteur va leur expliquer que c'est pas possible. Mais pour Madeleine Vernet, les responsables, c'est leurs parents. Donc dans la nouvelle, il va s'agir de convaincre les parents de se réconcilier dans ce village, parce que, enfin voilà, et d'accepter que Michel puisse avoir, le père de Michel puisse avoir combattu dans l'armée allemande. Voilà. Et donc c'est plein de petites nouvelles comme ça. Voilà. Les 2 autres ouvrages de la liste sont dans une veine très différente. Donc là, c'est vraiment des ouvrages, je dirais, moralisateurs. Voilà. On les a montrés dans l'exposition, en tout cas, Les voyages et glorieuses découvertes des grands navigateurs explorateurs, et André Hélé, Le tour du monde en 80 pays. Donc l'idée, c'est donc l'un, il est de 1921, l'autre de 27, et l'idée, c'est de se dire qu'en fait, par la découverte des autres pays, en fait, c'est comme ça, en fait, qu'on va pouvoir mieux se comprendre. Et moi, ce que j'ai trouvé étonnant, c'est qu'il n'y ait pas, par exemple, des ouvrages qu'on avait
qu'on avait mis dans l'exposition Livre Mon Ami, que Laure Joyeuse avait faite en 91. Il y avait un chapitre, Les hirondelles de la paix, et voilà. L'histoire de Qui-en-Bois soldat, par exemple, d'André Hélé, 1919, l'histoire terrible d'un soldat de plomb, et en fait qui aurait pu, c'est bien dit dans le livre, il aurait pu être français, russe, anglais, si tout simplement l'ouvrier qui peignait avait pris l'autre pot de peinture, quoi, en gros. Alors, voilà. Et c'est une histoire assez terrible. Et puis surtout, Jean Sampin, de Paul Vaillant-Couturier, qui est pacifiste, qui a participé à la création du Parti communiste, et l'histoire d'un pauvre orphelin transporté le soir de Noël par les animaux de la forêt sur le front, entre les tranchées allemandes et françaises, au moment de la trêve de Noël, où ce moment qui a été raconté par d'autres d'ailleurs, où les soldats vont se parler, découvrir qu'ils sont pareils, c'est-à-dire en gros de pauvres gars envoyés se battre, en gros pour les riches. C'est un livre totalement engagé militant. Je cite, ce soir-là, certains crièrent à bas la guerre, d'autres vive la révolution, et tous seront transformés comme par magie vers les pays de l'Est, et je cite, où tous les hommes apprennent à être libres et à être bons. Voilà. Et puis, ou Patapouf et Philifert, qui étaient vraiment dans les collections de Laure Joyeuse, d'André Mauroy, les illustrations de Jean Brulaire, qui viendra vers Corps après la Seconde Guerre mondiale, donc 1930. Vraiment un ouvrage pacifiste qui met avec humour, enfin voilà, pas du tout démonstratif, qui met en scène deux peuples qui se battent absurdement au sujet d'une île et finiront par fusionner. Et vous pouvez à droite avoir l'hommage en fait à la Société des Nations revue et corrigée côté Patapouf et Philifert. Voilà. Et je vous conseille la lecture de ce livre qui est totalement pas mal. Voilà. Et en fait, si on compare par exemple avec la Grande-Bretagne a mis énormément de A, c'est-à-dire de livres ayant une vocation à éveiller le goût pour la compréhension des autres, l'amitié entre les peuples. Donc il y a énormément de collections sur les enfants des différents pays et des types du type, je ne connais pas les livres, mais enfin quand même, The Way of Friendship, le chemin de l'amitié, In Her Days of Peace, en temps de paix, etc. Voilà. Et il est précisé aussi que l'URSS interprète la notion de collaboration internationale dans le sens de collaboration de classe et qu'elle prône le réalisme sain. Ils ont participé. C'est moi qui vais être trop longue, je vais me rappeler à l'ordre. Alors juste, on a dans les archives du BIE, on trouve, donc Mathilde Rich et Marguerite Bruni, bibliothécaires de Laure Joyeuse, participaient à ces travaux. Et Mathilde Rich, interrogée par Blanche Weber, qui l'interroge sur l'existence de livres et mouvements pacifistes liés à l'enfance en France, elle avait dû trouver qu'il n'y avait pas assez de A. Et elle lui demande justement, est-ce qu'il existe d'autres ouvrages français du genre Rameau d'Olivier? Réponse de Mathilde Rich, qui en fait, vous verrez après pourquoi, je n'en ai pas trouvé. Les personnes à qui j'ai demandé ne connaissent aucun ouvrage intéressant de ce genre. Je peux vous indiquer deux mouvements de tendance nettement pacifistes, L'école émancipée, qui a fait paraître une collection de petits volumes intelligemment faits et très intéressants, pour enfants jusqu'à 15-16 ans, et La Germe, une revue Freinet créée en 27, rédigée par les enfants. Naturellement, la production est de valeur inégale, mais il y a des choses charmantes. En tout cas, cette revue a des aspirations très larges et très humanitaires. À la question, est-ce qu'il y a des ouvrages en français destinés à la jeunesse sur la Société des Nations? Je n'ai rien trouvé. Liste d'ouvrages représentant des enfants français à des enfants français, des enfants des autres pays. Mes recherches ont été vaines. Voilà. En gros, c'est au fond finalement, c'est quoi le critère d'un livre qui va vraiment éveiller à la compréhension internationale? Et dans un autre rapport du BIE, qui est la coordination dans le domaine de la littérature, non c'est pas celui-là, c'est dans les travaux de la commission d'experts pour l'étude de la littérature de jeunesse, Madame Stokowska de Philadelphie, c'est elle qui avait financé finalement la première enquête en 22-28. Et elle pense préférable de donner aux jeunes des livres écrits expressément dans un but pacifiste. Et elle considère qu'en fait, c'est totalement inutile de proposer de traduction pour le développement de l'esprit de collaboration internationale. Mais elle est la seule à dire ça. Tous les autres, en fait, alors Mathilde Rich va répondre très très longuement, et en fait, elle pense qu'il faut lutter contre l'intoxication générale à la littérature enfantine, puisque la qualité, en tout cas en France, est très mauvaise au lendemain de la Première Guerre mondiale. Et elle pense que cette idée
idée de la notion d'esprit de collaboration internationale peut prêter à confusion et l'auteur, je la cite, risque d'arriver à quelque chose d'artificiel et de faux qui amènera des résultats opposés à ce que nous voulons. Pour moi, un beau livre est toujours pacifique. Je ne crois pas que ce soit en parlant toujours de la guerre aux enfants qu'on développe chez eux un esprit de paix. Donc elle suggère des collections variées pour répondre aux goûts variés des enfants, qu'il faut favoriser les achats en version originale, se méfier aussi de la popularité d'un livre juste en interrogeant les enfants, et elle donne ses critères pour une bonne littérature de jeunesse. Pour elle, ça va être représenté, enfin, des auteurs comme Lagerlof, Jules Verne, Kipling, etc. passent les frontières sans problème. Voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, à aucun moment, il n'y aura jamais un bilan sur l'efficacité, et on voit d'ailleurs qu'on va passer d'une guerre à l'autre, donc on peut se dire que c'est toujours un échec. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on continue d'y croire, et au fond, peut-être que c'est ce côté éducation nouvelle qui considère qu'au moins les enfants, quand ils vont découvrir ces livres, ça va être bon pour eux, pour leur épanouissement, et peut-être avec un peu de chance, ces livres de très bonne qualité les aideront à mieux comprendre les autres. Voilà. Alors il semble qu'il y ait eu, mais je n'ai pas trouvé de trace, une étude de pédopsychiatre ou psychologue, je ne sais pas, pour voir justement est-ce que c'est efficace des livres pour une enquête sur des livres pacifiques. J'ai pas eu plus de renseignements que ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on verra cet après-midi, avec la création de la Bibliothèque internationale de Munich, que clairement au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, et on va voir ça demain aussi à d'autres moments, on ne baisse pas les bras, quoi. On va continuer tous à proposer des livres en espérant que... Merci. J'aurais une question à propos de la paix, de la compréhension entre les peuples. Il est une question en écho à la Première Guerre, principalement. Mais comme voilà, vous avez évoqué aussi Kipling à la fin, est-ce que la question aussi du colonialisme a été évoquée et à quelle échelle, par exemple en France, l'enquête a été menée? Est-ce que ça a été pris en compte ou pas? Alors, en tout cas, pas au lendemain de la Première Guerre mondiale. C'est pas la question. Dans les critères de choix, par exemple des bibliothécaires de leur joyeuse, elles lisent tous les livres qui paraissent, alors il n'y en a pas beaucoup, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, mais quand même. Et dans les critères de choix, de toute façon, il ne faut qu'il n'y ait rien d'insultant ou de blessant par rapport à quelque peuple, race ou quoi. Voilà. Mais une fois qu'on a dit ça, voilà, on est quand même dans l'entre-deux-guerres et par exemple, je sais pas, Jean Brulaire, il va publier Loulou chez les nègres, etc. Enfin, voilà. Mais cette question ne se pose pas en tant que telle parce qu'on est vraiment on sort vraiment de la guerre, donc on est sur cette problématique que les enfants récupèrent du traumatisme. C'est vraiment ça le premier but. Et puis peut-être on arrivera à une paix future, mais voilà. Donc la question du colonialisme, en tout cas, n'est pas évoquée du tout dans... Alors, je dis ça, il faudrait étudier les listes précisément et faire une comparaison entre toutes ces listes des différents pays qui ont des colonies. Hein, voilà. Ça, je ne pourrais pas dire. J'ai pas pu faire cette étude. C'est intéressant, justement. Oui, absolument. Votre son de cloche. Oui. Et je pense que c'est... Voilà. Il y avait une autre question. Oui, c'était très... Oui, c'est très factuel. Les deux rapports dont vous avez parlé, ils sont accessibles. Alors, celui de 1932, il est en vitrine là, donc consultable au fonds patrimonial ici. Il suffit quand même de prendre juste demander qu'il soit sorti. Voilà. Et le premier, en fait, on l'a pas trouvé dans les archives et il est consultable sur microfiche à la BNF, comme la plupart des travaux du Bureau international d'éducation. Et voilà. Et dans les archives même du BIE consultable en ligne, mais alors c'est pas intuitif, hein, on trouve énormément de correspondances. Hein, et c'est comme ça que j'ai retrouvé les correspondances de Marguerite Gruny, de Mathilde Le Riche. Voilà, donc ça c'est en ligne. Merci beaucoup.